Je suis enceinte de 7 mois. Je suis avec Romain depuis 2 ans et 4 mois. Je ne l'ai jamais trompé, je n'ai même jamais envisagé de le tromper. Et il y a 4 jours, au barbecue du 14 juillet de sa famille, devant environ 50 personnes y compris ses parents, ses tantes et oncles, ses cousins, ses amis et des gens que je ne reconnais même pas, il s'est levé avec une bière à la main et a annoncé qu'il allait enfin faire un test ADN parce qu'il en avait marre de se demander si ce bébé était bien le sien, puisque je suis ce genre de fille. Je suis assise ici, dans ma chambre d'enfant chez mes parents, à essayer de comprendre comment ma vie est passée de la planification d'une chambre de bébé à ça. Laissez-moi revenir en arrière, car je sais comment fonctionne Reddit, et vous avez besoin de l'image complète. J'ai rencontré Romain à une fête d'anniversaire d'un ami il y a environ 2 ans et demi. Fanny, que je connais depuis le collège, fêtait ses 28 ans et avait loué une section de ce bar en centre-ville. Romain était là parce qu'il connaissait le petit ami de Fanny, Baptiste, par le biais d'une ligue sportive récréative à laquelle ils jouaient tous les deux. Nous avons parlé la majeure partie de la nuit. Il était drôle. Il était mignon. Il se souvenait de détails sur les choses que je disais, ce qui était rare car la plupart des gars que j'avais fréquentés avant lui avaient la capacité d'écoute d'un mur de briques. Nous avons échangé nos numéros, commencé à nous envoyer des SMS. Notre premier rendez-vous a eu lieu 2 semaines plus tard. Pendant la première année et demie, les choses étaient vraiment bonnes. Du genre, j'ai trouvé ma personne bonne. Il a rencontré mes parents vers le 6e mois. J'ai rencontré sa famille à peu près au même moment. Sa mère, Valérie, a toujours été un peu froide avec moi, mais Romain a dit qu'elle était comme ça avec tout le monde, alors je ne l'ai pas pris personnellement. Son père, François, était assez gentil, plutôt discret, restait en arrière-plan. Sa sœur cadette, Chloé, avait 23 ans, et honnêtement, nous nous entendions bien. Elle commentait mes publications Instagram. Nous discutions lors des dîners de famille. Rien de profond, mais amical. Romain et moi avons emménagé ensemble environ 14 mois après le début de notre relation. Nous avons trouvé un appartement de 2 chambres dans un quartier décent, partagé le loyer et commencé à construire une vie. Je pensais que nous étions solides. Je pensais que nous nous dirigions vers les fiançailles. Il avait fait des commentaires sur les bagues, sur le désir d'avoir des enfants un jour, sur la perspective d'un avenir avec moi, toutes les choses que vous voulez entendre. Puis je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Je prenais la pilule, mais apparemment je fais partie des statistiques chanceuses car me voici, en train de faire grandir un être humain. Quand j'ai dit à Romain, il a été choqué au début, ce à quoi je m'attendais. Nous nous sommes assis sur le canapé, et il a juste regardé le mur pendant environ 10 minutes. Puis il a dit, d'accord, on peut le faire. On va trouver une solution. Et pendant quelques semaines, il a semblé vraiment excité. Il a commencé à regarder des berceaux en ligne, à parler de noms, et l'a dit à sa famille avant même que je sois prête parce qu'il était tellement enthousiaste. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ça a commencé vers le 3e mois. De petits commentaires ici et là. Nous étions quelque part et il me demandait à qui j'envoyais des messages. Je lui montrais mon téléphone, pas de problème, rien à cacher, et il hochait la tête, mais ce regard restait sur son visage. Il a commencé à me demander comment s'était passée ma journée d'une manière qui ressemblait moins à de l'intérêt et plus à un interrogatoire. Où es-tu allé? Qui as-tu vu? À quelle heure es-tu rentré? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message pendant 40 minutes? Je me suis dit que c'était juste de l'anxiété à l'idée de devenir père, des angoisses de jeunes parents ou je ne sais quoi. J'ai essayé d'être patiente. J'ai essayé d'être rassurante. Je lui ai littéralement offert l'accès à ma localisation sur mon téléphone, ce qu'il a accepté. Et j'ai pensé, d'accord, si ça le rassure, alors tant mieux. Ça ne l'a pas rassuré. Vers le 4e mois, j'ai découvert le chat de groupe. Romain a ce groupe d'amis, environ 8 gars qu'il connaît depuis le lycée, plus quelques autres qui se sont joints au fil des ans. Ils ont un chat de groupe appelé les gars et que je connaissais car évidemment je l'avais vu apparaître sur son téléphone 1 million de fois, trucs de sport, plans de week-end, même stupide, peu importe. Un soir, Romain s'est endormi sur le canapé avec son téléphone déverrouillé sur sa poitrine. Je n'espionnais pas, j'ai littéralement juste déplacé son téléphone sur la table basse pour qu'il ne tombe pas et ne se casse pas. Mais en le ramassant, un message est arrivé de son ami Julien qui disait « Mec, des nouvelles de la situation ?» Et je ne sais pas pourquoi, mais mon intuition a juste su. Je suis resté là pendant probablement 2 bonnes minutes, à essayer de décider quoi faire.
C'est le père de mon enfant. C'est l'homme avec qui je vis. C'est quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Et j'ai ouvert le chat. Ce que j'ai trouvé m'a fait m'asseoir par terre parce que mes jambes ne fonctionnaient plus. Il y avait toute une discussion datant d'environ 3 semaines auparavant où Romain avait dit à tous les 15 gars de ce chat qu'il était presque sûr que je l'avais trompé et que le bébé n'était probablement pas le sien. Il a dit que j'étais ce genre de fille, ce que je ne sais toujours pas ce que ça signifie car je ne lui ai littéralement jamais donné la moindre raison de penser cela. Il a dit qu'il avait remarqué que j'agissais différemment depuis que j'étais tombée enceinte. Il a dit que j'étais trop calme à propos de toute cette histoire, ce qui, apparemment, signifiait que je cachais quelque chose. Et puis ces 15 gars, y compris son frère Hugo, avec qui j'avais dîné plusieurs fois, avaient créé un sondage. Un vrai sondage, intitulé « Avec qui a-t-elle vraiment couché ?», avec des options incluant le propre frère de Romain, 3 de mes collègues masculins dont Romain connaissait apparemment les noms parce que je les avais mentionnés en passant, un certain Hervé que j'ai littéralement dû chercher pendant 5 minutes pour me souvenir qu'il était le mari d'une amie que j'avais rencontrée une fois lors d'une soirée jeu, et une option qui disait juste rencontre Tinder aléatoire. 15 gars ont voté. 15. Certains ont voté plusieurs fois pour rire. Il y avait des commentaires comme « Je parie sur le collègue, les liaisons au bureau, c'est classique, et non, Hugo a certainement fait ça », ce à quoi Hugo lui-même a répondu avec des tas d'émojis qui rient et « Vous êtes fous, mais je ne serais pas surpris d'elle ». Son propre frère plaisantant sur le fait qu'il aurait soi-disant couché avec moi, participant à un sondage sur la paternité de mon bébé comme si c'était du fantasy football. Je suis restée assise par terre jusqu'à ce que mes jambes s'engourdissent. Romain dormait encore, il ronflait même, ce qui m'a semblé être une telle gifle. Lui, dormant paisiblement pendant que je découvrais qu'il disait à tous mes proches que j'étais une tricheuse et une menteuse. Quand je l'ai réveillé, il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas parce qu'apparemment mon visage faisait quelque chose d'effrayant. Je lui ai demandé directement de quoi parlait le chat de groupe. Il a d'abord essayé de prendre son téléphone, ce qui m'a tout dit. Et quand je l'ai tenu éloigné de lui, il a commencé avec les excuses. Il a dit que ce n'était pas sérieux. Il a dit qu'il plaisantait. Il a dit, les gars parlent comme ça, et que je ne comprendrais pas. Je lui ai demandé s'il croyait vraiment que ce bébé n'était pas le sien, et il n'a pas pu me regarder. Il a littéralement tourné la tête et a fixé la télé, qui n'était même pas allumée. Je lui ai demandé à nouveau. Il a dit qu'il ne savait pas, que quelque chose ne semblait pas normal, que j'avais été bizarre ces derniers temps, qu'il avait droit à ses sentiments. Je lui ai demandé quelle chose spécifique j'avais faite pour qu'il pense que j'avais triché. Donne-moi un exemple, une preuve, un moment qui t'a rendu suspicieux. Il n'a pas pu répondre. Il a juste répété que c'était un sentiment, une ambiance que je ne comprendrais jamais parce que je n'étais pas dans sa position. Nous nous sommes disputés jusqu'à 3 heures du matin. Je pleurais, il était sur la défensive, rien n'a été résolu. Il n'arrêtait pas de dire que j'exagérais, que si je n'avais pas fouiné, je ne l'aurais pas découvert. Que j'avais violé sa vie privée en lisant ses messages. J'ai fait remarquer que ces messages me concernaient notre bébé, m'accusaient d'infidélité. Et il a dit que cela n'avait pas d'importance parce que je n'aurais pas dû regarder de toute façon. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. J'ai pensé à le quitter, mais j'étais enceinte de 5 mois et épuisée, et une partie de moi gardait l'espoir que nous puissions surmonter ça. Romain s'est finalement excusé, a dit qu'il avait parlé à ses amis, qu'il avait fermé le chat. Je lui ai demandé s'il me croyait vraiment quand je disais que je ne l'avais jamais trompé, et il a dit oui, il me croyait. Il était juste stressé à l'idée de devenir père, et son cerveau était allé dans une zone sombre. Je voulais le croire. Je le voulais vraiment. Alors, j'ai essayé. Les choses étaient tendues, mais nous faisions des efforts. Nous avons eu une séance de thérapie de couple, ce qui était gênant, mais semblait être un progrès. Il a recommencé à être plus affectueux. Il est venu à un rendez-vous échographique et m'a tenu la main, et j'ai pensé, d'accord, peut-être que ça va aller. Puis vint le 14 juillet. La famille de Romain organise un grand barbecue chaque année chez ses parents. Ils ont un grand jardin avec une piscine et sa mère met le paquet sur les décorations et la nourriture. J'en ai fait 3 maintenant. L'année dernière, c'était vraiment amusant. Nous avons joué au molki et son oncle a raconté des histoires embarrassantes sur Romain quand il était enfant, et je me suis sentie vraiment incluse. Cette année, Valérie m'a à peine regardé quand nous sommes arrivés. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit car je ne voulais pas créer de drame.
Chloé était bizarre aussi. Elle n'arrêtait pas de me regarder et de chuchoter à ses amis. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que la situation du groupe de discussion m'avait fait voir des menaces partout. Environ 2 heures plus tard, après que la plupart des gens eurent mangé et se soient dispersés dans le jardin, buvant et discutant, Romain se leva sur les marches du porche arrière comme s'il allait porter un toast. Quelqu'un siffla. Les gens se rassemblèrent, s'attendant à un discours. Il avait une bière à la main et ce regard sur son visage que je ne reconnaissais pas. Il dit qu'il avait une annonce à faire. Il dit qu'il avait beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'honnêteté, à la famille et à ce que signifie être un homme. Il dit qu'il ne laisserait personne se moquer de lui ou le piéger dans quelque chose qui n'était pas réel. Et puis il m'a regardé directement, debout là dans ma robe de maternité avec mon ventre de 7 mois, entouré de 50 personnes qui me fixaient toutes. Et il a dit qu'il ferait un test ADN dès la naissance du bébé parce qu'il méritait de connaître la vérité pour savoir si cet enfant était bien le sien, puisque tout le monde sait que je suis ce genre de fille. Le silence dura peut-être 2 secondes avant que sa mère, Valérie, ne se lève de sa chaise de jardin, ne marche vers lui et ne le serre dans ses bras. Elle le serra dans ses bras et dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, qu'elle était si fière de lui de s'être défendu et de ne pas m'avoir laissé le piéger comme son père avait été piégé. Je n'ai même pas compris ce que cela signifiait au début. François, son père, se tenait près du grill, et son visage devint complètement vide. Personne n'expliqua, personne ne demanda. Puis l'oncle ivre de Romain commença à applaudir lentement. Vraiment lentement, comme si c'était un film, et quelques personnes se joignirent à lui. Pas tout le monde, mais assez. Assez de gens applaudissant mon petit ami annonçant au monde que je suis une tricheuse et une menteuse et que notre bébé n'est peut-être pas le sien. Je ne pouvais pas bouger. Littéralement, mes jambes ne fonctionnaient plus. Je suis resté là, les mains sur mon ventre, tandis que les gens me fixaient et chuchotaient, et que certains applaudissaient. Et Romain se tenait sur ses marches, l'air satisfait, l'air fier, comme s'il avait fait quelque chose de courageux. Chloé avait son téléphone sorti, filmant. Elle a dit à quelqu'un à côté d'elle qu'elle prenait ça pour le chat de groupe familial. Obtenir mon visage, ma réaction, mon humiliation pour le chat de groupe familial. J'ai finalement réussi à faire demi-tour et à marcher vers la maison parce que j'avais besoin de m'éloigner. J'avais besoin de trouver mes clés et de partir. Mes 3 des amis de Romain étaient entrés par la porte arrière et m'avaient acculé dans la cuisine. Julien, ce type appelé Baptiste, que j'avais en fait trouvé correct, et quelqu'un d'autre dont je ne connais même pas le nom. Ils se sont tenus entre moi et la porte et ont commencé à m'insulter, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont dit que j'étais dégoûtante. Ils ont dit que j'avais ruiné la vie de Romain. Ils ont dit que tout le monde savait qui j'étais, et que ce n'était qu'une question de temps avant que je sois démasqué. J'ai essayé de passer, et ils ne bougeaient pas, ils n'arrêtaient pas de parler, de m'insulter, et j'entendais leurs petites amies rire dans le couloir, vraiment rire. Comme si c'était un divertissement. J'ai finalement poussé Baptiste et j'ai couru vers la porte d'entrée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois. Je suis arrivé à ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents, qui est à environ 20 minutes, et je ne me souviens pas vraiment du trajet. Je me souviens juste d'être arrivé et de ma mère ouvrant la porte et moi m'effondrant dans ses bras. 33 messages non lus de Romain. Les premiers étaient en colère, disant que je l'avais embarrassé en partant, disant que j'avais prouvé son point en m'enfuyant. Puis ils sont passés à l'état confus, demandant pourquoi je ne répondais pas, puis désespéré, s'il te plaît, réponds juste. On ne le pensait pas. J'ai besoin de te parler encore et encore, mélangé à des appels que je renvoyais constamment sur la boîte vocale. Sa mère m'a envoyé 2 SMS. Le premier disait que je devrais avoir honte de moi d'avoir menti à son fils. Le second, envoyé hier, disait « J'ai besoin d'arrêter d'être dramatique et de venir discuter de cela comme une adulte ». Chloé a posté quelque chose sur sa story Instagram qui me concernait clairement. Quelque chose sur les serpents et le karma et comment la vérité finit toujours par éclater. Je suis enceinte de 7 mois. Je n'ai jamais trompé. J'ai littéralement offert à cet homme tous mes mots de passe, toutes mes localisations, chaque accès à toute ma vie. Et il est quand même resté devant 50 personnes et m'a traité de menteuse. Sa famille a applaudi. Ses amis m'ont acculé. Quelqu'un a endommagé ma voiture. Et maintenant il veut que je réponde à ses SMS comme si rien ne s'était passé. Je ne sais même pas ce que je demande ici. J'avais juste besoin de le dire à quelqu'un. J'avais besoin de l'écrire parce que chaque fois que j'essaie de le dire à voix haute,
je commence à pleurer et je ne peux pas finir. Mes parents sont extraordinaires, mais je vois à quel point ils sont inquiets et je ne veux pas continuer à leur déverser ça. Mes amis sont furieux et n'arrêtent pas de me dire de ne plus jamais lui parler, mais j'aurai son bébé dans 2 mois et je ne sais pas comment ne plus jamais lui parler alors que nous allons partager un enfant. Que dois-je faire? Comment répondre à 33 messages de quelqu'un qui m'a humilié devant tous ses proches? Comment coparentaliser avec un homme dont la mère pense que je suis un piège? Comment expliquer un jour à mon enfant pourquoi son père a annoncé devant 50 personnes qu'il n'était peut-être pas le sien? Je suis juste tellement fatiguée et tellement enceinte et tellement confuse de la façon dont j'en suis arrivée là. Mise à jour, beaucoup de gens demandent si je sais ce que Valérie voulait dire à propos de François étant piégé. Je ne sais pas. Romain n'a jamais rien mentionné à propos de son père, et je n'ai jamais demandé car cela semblait être une affaire de famille qui ne me regardait pas. Mais après avoir lu ses commentaires, je réalise qu'il y a probablement beaucoup de choses que je ne sais pas sur cette famille. Aussi, quelqu'un a posé des questions sur les collègues dont les noms figuraient dans le sondage. Oui, je travaille avec des hommes. Oui, je les ai mentionnés à Romain en passant, comme une personne normale parle de sa journée. Non, rien ne s'est jamais passé avec aucun d'entre eux. L'un d'eux, ce gars nommé Hervé, est littéralement marié avec 3 enfants, et nous n'avons eu peut-être que 10 conversations au total en 2 ans que j'ai travaillé là-bas. Le fait que Romain ait transformé cela en preuve d'une liaison est insensé. Je mettrai à jour si quelque chose change. Pour l'instant, j'essaie juste de respirer. Mise à jour, alors, cela fait 5 jours depuis mon message initial, et je ne sais vraiment même pas par où commencer parce que tant de choses se sont passées, et j'ai essayé de tout digérer tout en étant enceinte de 7 mois et demi, épuisée, émotive et juste complètement exaspérée par tout. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté et m'ont envoyé des messages. J'ai lu chacun d'eux. Certains m'ont fait pleurer de la bonne manière. Certains m'ont fait rire quand j'en avais désespérément besoin. Et quelques-uns d'entre vous m'ont donné des conseils que j'ai réellement fini par utiliser. Un grand merci à la personne qui a dit que je devais arrêter de laisser Romain contrôler le récit parce que ce commentaire est resté dans ma tête gratuitement pendant 3 jours et a honnêtement changé la façon dont j'ai abordé tout ce qui a suivi. D'accord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après ma publication. J'ai eu ce moment où j'étais allongé dans ma chambre d'enfant, fixant le plafond, et j'ai réalisé que j'avais 2 choix, je pouvais continuer à me cacher chez mes parents, ignorer les messages de Romain et le laisser raconter n'importe quelle histoire à sa famille et à ses amis, ou je pouvais vraiment affronter ça de front et le forcer à s'expliquer en face, pas par SMS, où il pouvait élaborer ses réponses et manipuler la conversation, en face à face, où je pouvais voir ses expressions et le confronter en temps réel. Alors, je lui ai répondu par SMS, un seul message. J'ai dit que je le rencontrerais pour parler, mais que ça devait être un endroit neutre, et que j'amenais ma mère. Il a immédiatement commencé à appeler, genre dans les 30 secondes après que j'ai envoyé ce message, mais je n'ai pas répondu. J'ai juste envoyé un autre message et dit que s'il ne pouvait pas accepter ces conditions, alors nous n'avions rien à discuter. Il a accepté, à contre-cœur. Il a essayé de négocier pour que ce soit juste nous. Il a dit que nous n'avions pas besoin d'impliquer ma mère. Il a dit que c'était entre lui et moi. Je lui ai dit qu'il en avait fait l'affaire de tout le monde quand il l'avait annoncé à 50 personnes. Donc, il ne pouvait plus décider qui était impliqué. Il n'a pas répondu pendant environ 2 heures après ça, mais a finalement dit d'accord, nous pourrions nous rencontrer à ce restaurant près de chez mes parents. Le rendez-vous a eu lieu il y a 3 jours, un samedi après-midi. Ma mère et moi sommes arrivés les premières et nous nous sommes assises dans un coin à l'arrière. J'étais tellement nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir, ce qui honnêtement pourrait avoir été juste des nausées de grossesse, mais le timing était suspect. Ma mère a gardé sa main sur la mienne sous la table et m'a dit de me souvenir que je n'avais rien fait de mal et que je ne lui devais aucune excuse ni explication. Romain est arrivé environ 10 minutes en retard, ce qui semblait intentionnel, comme s'il voulait nous faire attendre. Il a commencé à parler avant même que je puisse dire quoi que ce soit, se plaignant de ma fuite, de l'avoir laissé là, l'air stupide, de ne jamais lui avoir donné une chance de s'expliquer. La poigne de ma mère sur ma main s'est resserrée, et je pouvais dire qu'elle se retenait de dire quelque chose. Je l'ai laissé finir son petit discours sur sa douleur. Et puis je lui ai posé une simple question. Je lui ai demandé de m'expliquer tout de suite, en face à face, quelle preuve il avait que je l'avais trompé. Pas des sentiments, pas des vibes, de vraies preuves. Il a commencé à tripoter les paquets de sucre sur la table.
Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux et a dit que ce n'était pas une question de preuve, c'était une question de schéma. J'ai demandé quel schéma. Il a dit que j'avais été distante depuis que j'étais tombée enceinte. J'ai souligné que j'avais été épuisée et nauséeuse et que je portais un être humain dans mon corps, ce qui a tendance à modifier les niveaux d'énergie d'une personne. Il a dit que j'étais toujours sur mon téléphone. Je lui ai rappelé que je lui avais littéralement donné accès à ma localisation et proposé mes mots de passe, et qu'il savait exactement à qui je parlais à tout moment. Il a dit que ce n'était pas une question de ce qu'il pouvait prouver. C'était une question de ce qu'il ressentait. Et je l'ai juste regardé parce que cet homme a dit à tous mes proches que j'étais une tricheuse, et sa justification est qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Ma mère a finalement pris la parole et lui a demandé s'il comprenait ce qu'il avait fait. Non seulement l'accusation elle-même, mais la façon dont il l'avait faite, l'humiliation publique, l'implication de la famille, le sondage dans le groupe de discussion. Elle lui a demandé s'il avait la moindre idée de ce que c'était pour moi de rester là, devant 50 personnes, et d'être traitée de menteuse pendant que sa mère célébrait. Le visage de Romain a fait une grimace où je l'ai vu essayer de trouver une défense et échouer. Il a dit que sa mère était juste serviable. Ma mère a ri, pas d'une manière amusante, plutôt d'une manière incrédule, et a demandé si c'était ce qu'il appelait être serviable. Humilier publiquement la mère de ton petit enfant était-il de l'aide maintenant? Il est devenu défensif après cela, a commencé à élever un peu la voix, disant que nous ne comprenions pas sa famille, qu'ils avaient traversé des choses, que sa mère avait des raisons d'être protectrice envers lui. J'ai demandé quelles raisons. Il s'est tu, alors j'ai insisté. Je lui ai demandé ce que sa mère voulait dire quand elle a dit qu'elle était fière de lui de ne pas me laisser le piéger comme son père avait été piégé. J'ai demandé ce que c'était. J'ai demandé pourquoi François avait l'air de vouloir disparaître quand elle l'a dit. Romain ne voulait pas répondre au début, répétant que c'était une affaire de famille, que ce n'était pas pertinent, que je déviais du vrai problème. Je lui ai dit, non, en fait, c'est le vrai problème parce que sa mère a clairement une sorte d'histoire qui la pousse à projeter sur moi, et si je vais être accusé de le piéger, alors je mérite de savoir d'où vient cette accusation. Il m'a finalement raconté. Apparemment, quand Valérie et François se sont mariés, elle était déjà enceinte de Romain. Elle était convaincue que François allait la quitter, et elle était tombée enceinte exprès pour le garder. Ces mots. Selon Romain, elle l'avait avoué il y a des années lors d'une dispute familiale, et c'était devenu une chose tacite depuis. François est resté parce qu'il se sentait obligé, pas parce qu'il le voulait. Et leur mariage a apparemment été misérable pendant des décennies. Romain a grandi en voyant ses parents se tolérer à peine, et sa mère lui a toujours dit de faire attention, que les femmes essaieraient de le piéger de la même manière qu'elle avait piégé son père. Laissez-moi faire une pause ici parce que quoi? Cette femme projetait ses propres actions sur moi depuis le début. Elle a piégé François avec un bébé. Elle a manipulé son chemin vers un mariage. Et à cause de cela, elle empoisonnait l'esprit de Romain contre moi depuis le premier jour. Convaincu que je devais faire la même chose qu'elle, parce qu'apparemment, c'est ce que font les femmes dans sa vision du monde. J'ai demandé à Romain si sa mère avait dit des choses spécifiques à mon sujet. Il a essayé de minimiser, mais a finalement admis que oui, elle faisait des commentaires depuis que j'étais tombée enceinte. Des choses comme à quel point c'était pratique que je tombe enceinte juste au moment où nous parlions de devenir plus sérieux. Des choses comme elle avait déjà vu des filles comme moi et que j'avais un programme. Des choses comme Romain devrait se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Et voici ce qui me donne envie de crier dans un oreiller pour toujours, Romain l'a cru. Il a laissé sa mère, qu'il sait avoir piégé son propre père, le convaincre que je faisais la même chose. Il ne s'est jamais arrêté pour penser, et, peut-être que ma mère a des problèmes avec ce sujet. Peut-être que je ne devrais pas prendre sa parole pour acquise quand il s'agit de savoir si ma petite amie est digne de confiance. Ma mère lui a demandé sans détour s'il pensait qu'elle avait élevé une menteuse. S'il pensait que j'avais été élevé pour manipuler et tromper. Il a dit non, il ne le pensait pas. Il s'était juste confus parce qu'il y avait des voix dans son oreille qui lui disaient des choses différentes. Ma mère lui a dit que ses voix étaient son choix d'écouter, qu'il était un homme adulte qui avait pris la décision de croire les ragots et les projections plutôt que la femme qui portait son enfant. Il a commencé à s'émouvoir à ce moment-là, disant qu'il avait gâché. Il savait qu'il avait gâché. Il ne savait pas comment arranger les choses. Je lui ai demandé s'il croyait maintenant que je ne l'avais jamais trompé. Il a dit oui. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit que me regarder, voir à quel point j'étais blessé, il savait que je ne simulerais pas cela.
J'aurais pu lui jeter mon verre au visage, honnêtement, car il avait besoin de me voir détruite pour croire que je disais la vérité. J'ai demandé à propos du chat de groupe, du sondage, des amis qui m'insultaient dans la cuisine pendant que leurs copines riaient. Il a dit qu'il leur avait déjà parlé. Qu'il leur avait dit que c'était un malentendu. Qu'il leur avait dit de reculer. J'ai demandé si l'un d'eux m'avait présenté des excuses. Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse. J'ai demandé à propos de Hugo, son propre frère, qui avait participé à un sondage sur le fait de coucher avec moi, qui avait fait des blagues sur le fait de frappe ça, qui avait voté comme si c'était un jeu. Romain a dit que Hugo se sentait mal à ce sujet, que c'était juste de l'humour de gars qui était allé trop loin. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de drôle à accuser la mère de l'enfant de son frère de tricherie. Rien de drôle à voter sur quel homme elle avait soi-disant couché. C'était un comportement malade de la part d'adultes soi-disant. Il n'arrêtait pas d'essayer d'expliquer, d'essayer de me faire comprendre le contexte. Il n'arrêtait pas de dire que les choses avaient dégénéré, mais que personne ne le pensait vraiment. Et je lui ai dit que c'était exactement le problème. Il ne le pensait jamais, mais il a quand même tout fait. Il n'a jamais vraiment pensé que j'avais triché, mais il a quand même dit à tout le monde que j'avais fait. Il n'a jamais voulu me faire du mal, mais il est resté sur ses marches et m'a quand même publiquement détruite. À un moment donné, je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'il allait se passer maintenant. Pensait-il que j'allais revenir à l'appartement et faire semblant après tout ça? Il a dit qu'il espérait que nous pourrions nous en sortir, que nous allions avoir un bébé ensemble, qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour regagner ma confiance. Je lui ai demandé s'il était prêt à se lever lors du prochain rassemblement familial et à annoncer qu'il s'était trompé, que je n'avais jamais triché, que ces accusations étaient sans fondement et cruelles, que tous ceux qui avaient participé à mon humiliation me devaient des excuses. Son visage est devenu pâle. Il a commencé à dire que peut-être il pourrait juste laisser passer, que faire une autre scène serait gênant, que les gens passeraient à autre chose et oublieraient. Je lui ai dit absolument pas. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de m'accuser publiquement et ensuite de s'excuser en privé. S'il voulait avoir une chance de coparentalité saine, sans parler d'avoir une quelconque relation, alors il devait rétablir les faits avec la même énergie qu'il avait utilisée pour les détruire. Sa famille devait connaître la vérité. Ses amis devaient savoir. Tous les participants à ce barbecue devaient savoir qu'ils avaient applaudi un mensonge. Il a dit qu'il y réfléchirait, ce qui, dans le langage de Romain, signifie qu'il ne veut pas le faire, mais qu'il sait qu'il ne peut pas dire non catégoriquement. Nous avons quitté le restaurant sans que rien ne soit résolu. Il a essayé de me prendre dans ses bras, et j'ai reculé. Il a eu l'air blessé par cela, ce qui est presque drôle d'une manière tragique. Cet homme a détruit ma réputation et ma voiture et mon sentiment de sécurité, et il est blessé que je ne veuille pas le prendre dans mes bras. Maintenant, voici où ça devient encore plus compliqué. Chloé, sa sœur, a apparemment vu mon message Reddit original. Je ne sais pas comment. Peut-être que quelqu'un le lui a envoyé, ou peut-être qu'elle passe juste assez de temps sur les subreddits de relations pour tomber dessus, mais elle a reconnu l'histoire immédiatement et a compris que c'était moi. Elle m'a envoyé un SMS il y a 2 jours, non pas pour s'excuser d'avoir filmé mon visage au barbecue. Non pas pour dire qu'elle était désolée pour ses publications Instagram sur les serpents et le karma. Elle m'a envoyé un SMS pour dire que je n'avais aucun droit de divulguer les affaires familiales sur Internet et que j'aggravais tout en cherchant l'attention d'étrangers au lieu de régler les choses en privé. Je n'ai pas répondu gentiment. Je lui ai dit que c'était elle qui m'avait filmé en train d'être humiliée et qui avait posté à mon sujet sur les réseaux sociaux en premier. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de me parler de vie privée alors qu'elle avait violé la mienne pour du contenu. Je lui ai dit que la seule raison pour laquelle j'avais posté sur Reddit était parce que sa famille ne m'avait donné personne d'autre vers qui me tourner et que j'avais besoin de soutien de quelque part. Elle m'a renvoyé tout un paragraphe sur la façon dont je jouais les victimes. Comment j'avais probablement triché et été juste doué pour cacher mes traces. Comment Romain méritait mieux que quelqu'un qui court sur Internet pour obtenir de la sympathie. J'ai fait une capture d'écran de tout cela et l'ai envoyé à Romain avec un message qui disait « Ceci est ta sœur. Ceci est ta famille, et tu veux que je croie qu'ils m'accepteront un jour, moi ou mon enfant ?» Il m'a immédiatement appelé après cela, mais j'ai laissé aller à la boîte vocale. Son message disait qu'il avait parlé à Chloé, qu'elle était juste protectrice, que toute la famille était sur les nerfs en ce moment. Toujours une excuse, toujours une raison pour laquelle leur comportement est justifié et le mien ne l'est pas. Voici ce que j'ai décidé. Je vais faire mon propre test ADN dès la naissance de ce bébé. Non pas parce que Romain en veut un,
mais parce que je veux une preuve que je pourrai garder pour toujours. Je veux des documents prouvant que cet enfant est le sien, afin que lorsqu'il essaiera de réécrire l'histoire plus tard, lorsque sa famille essaiera de prétendre que je l'ai piégé, menti ou trompé, j'ai des preuves indéniables. Et je vais m'assurer que tout le monde voit ces résultats. Les 50 mêmes personnes qui l'ont vu m'accuser me verront être justifiées. Mais je ne le fais pas pour lui. Je ne le fais pas pour le reconquérir ou sauver notre relation. Je le fais pour moi et pour mon bébé afin qu'un jour, lorsque mon enfant sera assez grand pour poser des questions, je puisse lui montrer exactement ce qui s'est passé et exactement quelle est la vérité. Fanny est venue hier et nous nous sommes juste assis ensemble pendant des heures. Elle se sentait coupable parce que c'est elle qui m'avait présenté à Romain, mais je lui ai dit qu'elle n'aurait pas pu le savoir. Personne n'aurait pu savoir que sa famille était si toxique ou qu'il s'effondrerait sous leur pression. Je suis censé accoucher dans moins de 2 mois. Je devrais être en train d'aménager une chambre de bébé et de préparer un sac pour l'hôpital et me sentir excité à l'idée de rencontrer mon bébé. Au lieu de cela, je suis en train de réfléchir à des tests ADN, à des options légales et à la façon de me protéger d'une famille qui a déjà décidé que j'étais la méchante. Romain n'arrête pas de m'envoyer des messages pour savoir quand nous pourrons reparler. Il dit qu'il veut être à la naissance. Il dit qu'il veut être impliqué, mais il n'a toujours rien corrigé publiquement. Il n'a toujours pas fait en sorte que sa famille s'excuse. Il n'a toujours pas fait une seule chose pour réellement réparer ce qu'il a brisé. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je prends les choses un jour à la fois, ce qui est tout ce que je peux vraiment faire. Je mettrai à jour quand il y aura plus à raconter. Aussi, à la personne qui a demandé si j'avais envisagé que Romain puisse projeter sa propre culpabilité sur moi. Comme, peut-être qu'il a triché et m'accuse pour le cacher. Honnêtement, je n'y avais pas pensé avant que vous ne le mentionniez, et maintenant je n'arrête pas d'y penser. Je n'ai aucune preuve qu'il ait triché, mais je n'avais aucune preuve que j'avais triché non plus, et regardez comment ça s'est terminé pour moi. Plus de mise à jour à venir. Envoyez de bonnes ondes car ce bébé me donne constamment des coups de pied dans les côtes et je pense qu'elle sait que sa mère est stressée. Dernière mise à jour, d'accord, Reddit, ça y est, la dernière mise à jour. Et je dois vous prévenir tout de suite que ça a été chaotique. Bien plus chaotique que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis assise là-dessus depuis près de 2 semaines parce que je ne savais vraiment pas comment digérer tout ce qui s'était passé, sans parler de le taper pour des inconnus sur Internet. Mais vous tous avez été avec moi tout au long de ce cauchemar, alors vous méritez de savoir comment ça s'est terminé. D'abord, la bonne nouvelle. J'ai eu mon bébé, une petite fille parfaite, de 3 kilos, prénommée Ada. Elle dort actuellement sur ma poitrine, faisant de minuscules ronflements, et elle est la seule bonne chose qui soit sortie de tout ce désastre. Je l'aime tellement que ça fait physiquement mal. Maintenant, laissez-moi vous raconter le cirque absolu qui a précédé son arrivée. Après ma dernière mise à jour, Romain m'a envoyé des messages tous les jours. Comment te sens-tu? As-tu besoin de quelque chose? Peut-il venir au prochain rendez-vous? Tout ce comportement de petit ami attentif qui aurait signifié quelque chose s'il avait pris la peine de faire littéralement tout ce que j'avais demandé. Il n'avait toujours rien corrigé publiquement. Il n'avait toujours pas fait en sorte que sa famille s'excuse. Il pensait toujours qu'il pouvait faire le gentil pour regagner mes bonnes grâces sans faire le travail difficile. Environ 10 jours après la réunion au restaurant, il m'a envoyé un SMS disant que sa mère voulait me rencontrer, juste elle et moi, pour apaiser les tensions avant l'arrivée du bébé. J'ai ri si fort que j'ai failli faire pipi, ce qui, à 8 mois de grossesse, est un vrai risque. Cette femme qui l'a serré dans ses bras alors qu'il m'accusait d'être une tricheuse, qui a fait ce commentaire sur le fait de ne pas me laisser le piéger, qui a passé des mois à empoisonner son cerveau contre moi, et maintenant elle voulait apaiser les tensions, comme si nous avions un désaccord mineur sur des centres de table de mariage. J'ai dit à Romain, absolument pas. Il a insisté, a dit que j'étais difficile, a dit que sa mère me tendait une branche d'olivier et que je devrais être reconnaissante. Reconnaissante d'avoir l'occasion de m'asseoir en face de la femme qui avait orchestré mon humiliation publique. Je lui ai dit que la seule façon pour que je rencontre Valérie était s'il était là. Ma mère était là, et c'était dans un endroit public où elle ne pourrait plus faire de coups. Il a accepté, mais je pouvais dire qu'il pensait que j'étais dramatique. La réunion a eu lieu dans un restaurant près de chez mes parents, environ une semaine avant ma date d'accouchement. Valérie est arrivée, l'air d'aller à un service dominical. Un chemisier fleuri apprêté, un maquillage complet, des perles. Ma mère l'a regardée et j'ai vu sa mâchoire se crisper.
Elle attendait ça. Les premières minutes ont été d'un silence douloureux et gênant. Valérie n'arrêtait pas de réarranger les choses sur la table, d'ajuster son verre d'eau, de lisser sa serviette. Finalement, ma mère a juste attaqué. A demandé directement à Valérie quelle preuve elle avait que j'avais déjà trompé son fils. Valérie a commencé avec les absurdités habituelles, intuition, instinct maternel, quelque chose sur le fait que je semblais trop confiante à propos de la grossesse. Ma mère a demandé ce que cela signifiait. Valérie a dit, les femmes qui piègent les hommes sont généralement très calmes parce qu'elles ont tout planifié. Les vraies mères sont nerveuses et effrayées. Je ne pouvais littéralement pas croire ce que j'entendais. Cette femme disait que je n'étais pas assez effrayée à l'idée de devenir mère pour la première fois, donc je devais mentir sur la paternité. La logique était tellement tordue que je ne savais même pas par où commencer. Ma mère, elle, le savait. Elle a demandé à Valérie si la vraie raison pour laquelle elle était si convaincue que j'avais piégé Romain était parce que c'est exactement ce qu'elle avait fait à François. La table est devenue complètement silencieuse. Romain avait l'air de vouloir se cacher sous le plancher. Le visage de Valérie a fait une chose où j'ai vu environ 6 émotions différentes passer en 2 secondes, choc, colère, peur, puis une froide, dure défensive qui m'a honnêtement un peu effrayé. Elle a demandé à Romain s'il nous avait parlé de ça. Il a admis qu'il l'avait fait, et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux quand elle l'a regardé, comme s'il l'avait trahi en disant la vérité sur ses propres actions. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Elle a dit que j'avais peut-être trompé tout le monde, mais elle savait exactement ce que j'étais, que les femmes comme moi étaient partout, cherchant des hommes à qui s'accrocher, tombant enceintes exprès pour assurer leur avenir. Elle a dit qu'elle m'avait observé lors des dîners de famille, vu comment je regardais Romain comme s'il était un ticket de repas, vu comment je suis convenablement tombée enceinte juste au moment où les choses devenaient sérieuses. Ma mère a commencé à répondre, mais j'ai levé la main parce que non, c'était mon moment. J'ai dit à Valérie que la seule personne à cette table qui avait avoué avoir piégé un homme était elle. Qu'elle avait passé 30 ans dans un mariage misérable parce qu'elle avait manipulé quelqu'un pour qu'il reste. Qu'elle avait projeté sa propre culpabilité sur moi depuis le premier jour parce qu'elle ne pouvait pas supporter le fait que toutes les femmes n'agissent pas comme elle. Et que si elle voulait parler de femmes qui s'accrochaient aux hommes pour la sécurité, elle devrait se regarder longtemps dans le miroir. Le visage de Valérie est devenu rouge. Pas rouge de honte. Rouge de fureur. Elle s'est tournée vers Romain et a exigé qu'il la défende. A exigé qu'il me dise que je ne pouvais pas parler à sa mère de cette façon. A exigé qu'il choisisse tout de suite de quel côté il était. Et Romain, pour peut-être la première fois de sa vie entière, n'a pas immédiatement cédé. Il a dit à sa mère qu'elle avait dépassé les bornes, qu'elle avait encouragé ses soupçons alors qu'elle aurait dû l'aider à penser clairement, qu'il avait humilié la mère de son enfant devant tous leurs proches parce qu'il l'avait écouté au lieu de me faire confiance. Valérie le regarda comme s'il l'avait frappé physiquement. Elle se leva de table et lui dit que lorsque tout s'écroulerait, quand je prendrais son argent et son enfant et disparaîtrait, il ne devrait pas venir pleurer auprès d'elle parce qu'elle l'avait prévenu. Puis elle attrapa son sac et quitta le restaurant sans un regard en arrière. Romain resta là un long moment, fixant la porte par laquelle sa mère était partie. Puis il dit qu'il était désolé encore une fois, comme si ce mot signifiait encore quelque chose. Je lui dis que désolé ne suffirait pas. Que sa mère venait de rendre très clair qu'elle n'accepterait jamais moi ou mon enfant. Que la famille qu'il promettait de revenir à la raison nous était activement hostile. Et qu'il devait comprendre ce que cela signifiait pour son avenir parce que je n'allais pas passer le reste de ma vie à me battre pour un respect élémentaire de la part de gens qui avaient déjà décidé que j'étais l'ennemi. Il n'eut pas de réponse à cela. Nous avons quitté le restaurant, et je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant 2 jours. Puis j'ai accouché. C'était un mercredi matin vers 4 heures du matin. Je me suis réveillé avec des contractions qui étaient différentes de celles d'entraînement que j'avais eues. Ma mère m'a conduite à l'hôpital, et j'ai envoyé un SMS à Romain depuis la voiture parce que, malgré tout, il était le père de ce bébé et il avait le droit d'être là. Il est arrivé en moins d'1 heure, l'air d'avoir grillé tous les feux rouges entre son appartement et l'hôpital. Le travail a été long et difficile, et je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais laissez-moi juste dire qu'il y a eu environ 14 heures où j'ai sincèrement cru que je ne survivrais peut-être pas. Ma mère était d'un côté, Romain de l'autre, et à un moment donné, j'ai cessé de me soucier du drame et je me suis juste concentré sur chaque contraction. Quand Ada est finalement arrivée et qu'ils l'ont mise sur ma poitrine, tout le reste a disparu. Elle était si petite et parfaite et bruyante, criant à plein poumon comme si elle était déjà en colère contre le monde. J'ai regardé Romain et il pleurait,
il sanglotait. Il n'arrêtait pas de lui toucher le visage, les mains, disant qu'elle était magnifique. Elle me ressemblait tellement. Pendant environ 10 minutes, je me suis laissé exister dans cette bulle, juste moi, ma fille, et son père, vivant quelque chose de pur. Puis Valérie est arrivée. Je ne sais pas qui lui a dit que j'étais en travail, probablement Chloé. Mais elle est entrée dans ma chambre d'hôpital environ 2 heures après que j'ai accouché, encore épuisée, douloureuse et émotive, et elle avait ce regard sur son visage, ce regard triomphant, comme si elle arrivait pour réclamer quelque chose. Elle est allée directement au berceau où Ada dormait et a commencé à tendre la main vers elle. J'ai dit non, fort. L'infirmière qui était dans la chambre pour vérifier mes signes vitaux s'est en fait interposée entre Valérie et le bébé tellement je me suis redressé vite. Valérie a eu l'air offensée, a dit qu'elle avait tout à fait le droit de rencontrer sa petite fille. Je lui ai dit qu'elle avait perdu ce droit quand elle avait encouragé son fils à m'accuser publiquement d'être une tricheuse. Quand elle l'a serré dans ses bras pour m'avoir humilié, quand elle a quitté un restaurant après m'avoir traité de croqueuse de diamants. Elle s'est tournée vers Romain, s'attendant à ce qu'il passe outre ma décision, à ce qu'il me dise que j'étais ridicule, à ce qu'il la laisse tenir le bébé quand même. Et Romain, de qui je n'attendais vraiment pas qu'il ait une colonne vertébrale à ce moment-là, a dit à sa mère qu'elle devait partir. Je n'ai jamais vu Valérie aussi choquée de ma vie. Son propre fils, devant une infirmière, moi et ma mère qui était revenue après avoir pris un café, lui a dit de partir. Elle lui a demandé s'il était sérieux. Il a dit oui. Il a dit que je venais d'accoucher et que je décidais qui était dans la pièce, et si je ne voulais pas qu'elle soit là, alors elle devait partir. Elle est partie, mais non sans me regarder et dire que ce n'était pas fini. Que j'avais peut-être trompé son fils, mais que je ne l'avais pas trompé, elle. Qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de personne j'étais vraiment. Les jours suivants à l'hôpital furent tendus. Romain restait autant qu'il pouvait, aidant avec Ada, m'apportant de la nourriture, essayant d'être un soutien, mais je pouvais sentir qu'il subissait la pression de sa famille. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages qu'il ne me montrait pas. Chloé est passée une fois, et j'ai refusé de la laisser entrer dans la chambre. Elle est restée dans le couloir à se disputer avec Romain assez fort pour qu'une infirmière leur demande de baisser d'un ton. Quand j'ai été libéré et que je suis retourné chez mes parents avec Ada, j'ai pensé que les choses se calmeraient peut-être. Je me suis trompé. Les résultats du test ADN sont arrivés 5 jours après la naissance d'Ada. J'avais tout organisé moi-même via un laboratoire officiel car je voulais des preuves incontestables. 99,98% de probabilité que Romain soit le père. Évidemment, parce que je n'ai jamais trompé, parce qu'il n'y a jamais eu personne d'autre, parce que tout ce cauchemar était bâti sur des mensonges, des projections et l'incapacité d'une famille toxique à se mêler de ses affaires. J'ai envoyé les résultats à Romain. Il a renvoyé un long message d'excuses, disant qu'il savait maintenant qu'il avait eu tort, disant qu'il voulait arranger les choses. Je lui ai dit que s'il voulait arranger les choses, il devait partager ses résultats avec tous ceux qui avaient entendu ses accusations, sa famille, ses amis, toutes les personnes présentes à ce barbecue qui avaient applaudi quand il m'avait traité de menteuse. Il a dit qu'il le ferait. Et là, Valérie a pété les plombs. J'ai appris plus tard ce qui s'était passé par Romain, mais en gros, il est allé chez ses parents pour leur montrer les résultats ADN et leur dire qu'il devait s'excuser. Valérie a refusé. Elle a dit que les tests ADN pouvaient être falsifiés. Elle a dit que je connaissais probablement quelqu'un qui travaillait dans un laboratoire. Elle a dit que cela ne prouvait rien, sauf que j'étais le doué pour couvrir mes traces. François, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de tout cela, selon Romain, a finalement craqué. Il a dit à Valérie qu'elle était folle, qu'elle avait passé 30 ans à rendre tout le monde autour d'elle malheureux à cause de sa propre culpabilité, et qu'il n'allait pas la regarder faire la même chose à leur fils, qu'elle devait accepter qu'elle avait tort et s'excuser, sinon elle allait perdre Romain et leur petit enfant. Valérie a apparemment crié à François qu'il ne me défendait que parce qu'il souhaitait ne l'avoir jamais épousée. Qu'il avait passé tout leur mariage à chercher une échappatoire, et que maintenant il m'utilisait comme excuse, qu'elle lui avait tout donné, y compris Romain, et que c'était ainsi qu'il la récompensait. François lui a dit que le piéger n'était pas lui donner tout. C'était lui enlever son choix, et que la regarder essayer de convaincre Romain que j'avais fait la même chose lui avait fait réaliser qu'il ne pouvait plus se taire. Ils ont eu une dispute énorme. Chloé a pris le parti de Valérie. Hugo est resté en dehors de tout ça, et Romain a quitté sa maison d'enfance ce soir-là avec son père qui lui disait qu'il était fier de lui de défendre sa famille et sa mère qui lui disait qu'il était mort pour elle. Mort pour elle, son propre fils,
parce qu'il avait cru les preuves ADN plutôt que ses théories paranoïaques. Quelqu'un a gravé une menteuse dans la boîte aux lettres de mes parents il y a 3 jours. Nous n'avons aucune preuve que ce soit quelqu'un de la famille de Romain, mais le timing semble assez évident. Mon père a déposé une plainte à la police et a installé une caméra sur le porche. Alors, où en sommes-nous maintenant? Romain et moi ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas si nous le serons un jour. Il vient tous les jours voir Ada, et il est vraiment bon avec elle. Patient, doux, complètement amoureux de sa fille. Quand je le regarde la tenir, je revois la personne dont je suis tombée amoureuse avant que tout ne tourne mal. Mais je ne peux pas non plus oublier ce qu'il a fait. Ada s'est réveillée et me regarde avec ses grands yeux, comme si elle essayait de comprendre qui je suis. Elle ne sait rien de tout cela. Elle ne sait pas que sa grand-mère pense qu'elle pourrait ne pas être légitime. Elle ne sait pas que son père a accusé sa mère de l'avoir trompée devant 50 personnes. Elle ne connaît pas le chat de groupe, les voitures rayées ou les disputes criardes. Tout ce qu'elle sait, c'est que quelqu'un la tient et qu'elle est au chaud, nourrie et en sécurité. Je vais m'assurer que ça reste ainsi. Quoi qu'il arrive avec Romain, quoi qu'il arrive avec sa famille toxique, ma fille grandira en sachant qu'elle était désirée, aimée et crue. Elle ne se demandera jamais si sa mère s'est défendue parce que j'ai des reçus et des publications Reddit et des résultats ADN qui prouvent exactement ce qui s'est passé. Merci à tous ceux qui ont suivi cela depuis le début. Vous m'avez tous gardé saine d'esprit pendant les pires mois de ma vie.